Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la 16e semaine de NFL. Que de la joie, que du bonheur depuis 15 semaines maintenant. On arrive au bout, c'est bientôt la fin. On sait globalement à quoi vont ressembler les playoffs. Et on sait aussi qui pleurniche déjà et on soupçonne qui va se faire lourder. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent joyeusement l'actualité de la NFL et pour certains, pris pour un miracle de Noël. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets bouillants de la NFL. Tu peux retrouver tous les pronos de tous les matchs sur le site prononfl.com. Petit aparté, j'ai mis des pronos temporaires, mais je vais encore les tritouiller ce soir. Ou tu peux jouer, peut-être même pendant l'émission, où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, tu poses un like, tu t'abonnes à la chaîne, voilà, tu envoies le lien à ta grand-mère ou tu lui mets chez elle en repeat en fond. Voilà. C'est quoi les signaux Non, mais je sais pas, s'il y avait des liens ou des choses comme ça, non, tu peux pas se mettre, hein? Non, c'est à la fin. C'est à la fin. C'est soit à la fin. Ouais, non, je faisais pas YMCA, je montrais juste que... Et honnêtement, on ne veut pas d'abonnés qui n'arrivent pas à trouver la chaîne tout seul sans lien, quoi. Tu es trop con, au revoir à toi. C'est pas radio ça ici. Et je salue Eclipso, Goldo et le mec prend des gants tout de suite derrière. Non, j'y pense, ça fait coucou, tu vois. Crois-moi, j'aurais préféré la faire devant eux, hein. Clairement. Puisque tu es là, voilà, tu t'abonnes, tout machin. Nos deux experts sont là, c'est une spéciale blond ce soir. Nous avons notre blond du nord de la France, puisqu'il est jusqu'à la Belgique. Et malgré son sweat, c'est un expert. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rico, effectivement, expert jusqu'au bout. Après, tu nous présentes des émissions avec des maillots des Jets et des Giants, donc... C'est ça, mais là, tu vois, j'ai un maillot des Ravens ce soir pour être bien, quoi, tu vois, faut déconner. Bravo, je te félicite. Donc voilà, et notre expert multimédia télévisuel, voilà, salarié du RTL Group maintenant. Notre expert du Sud, hein, et puis ça se voit à mon teint en plus, c'est bien. On est un peu tous du Sud. Un enfant du soleil, littéralement. Du Sud de la Belgique, en tout cas. Ouais. C'est Greg. Bonsoir, Greg. Bonsoir à tous. Ce soir, au menu, on va parler de ces équipes toutes pourries sans QB. On va parler de Pocket Pass. Est-ce que c'est fini? Voilà. Et comment dire, 4 matchs pour toi, les Texans aux Chiefs, les Eagles aux Commanders, les Broncos aux Chargers et les 49ers aux Dolphins. Mais tout d'abord, le premier thème de la soirée proposé par notre expert belge, les Pocket Pass. Est-ce que c'était quelque chose du passé? C'est une excellente question. Ça commence à y ressembler tout doucement. On a l'impression que les QB sont de plus en plus mobiles. Après, avant, il y avait mobilité. Il y avait le fait d'utiliser vraiment des dual threat QB ou pas. On a parlé d'une ère des QB très mobiles. Au final, est-ce que c'est réellement le cas? Sans doute un petit peu. Mais on voit quand même des quarterbacks qui sont capables de faire des passes et de bouger. Ceci dit, est-ce que le fait de développer de tels athlètes, notamment au niveau du jeu au sol, est-ce que ça n'empiète pas sur la qualité du jeu de passe? C'est un peu le débat qu'on pourrait avoir. Je ne sais pas si c'est réellement dû à ça, mais en tout cas, force est de constater qu'on voit depuis la disparition des Pocket QB petit à petit. D'ailleurs, Greg a pu admirer la disparition d'un des derniers Pocket QB à mes yeux, à savoir Kirk Cousins. Mais voilà, voilà, enchanté Papa Noël. En même temps. Mais donc voilà, je pense que c'est un débat assez intéressant. Je me demande si c'est une question de mode, si ça va changer un jour, si on va rester dans cette athléticité à tout prix, et est-ce qu'on va retrouver un jour des QB un peu pocket passeurs. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Greg. Moi, je suis subjugué par ce que je vois. Hein. Franchement, c'est formidable. Désolé, je t'envoie. Frata m'a mis tout seul. Hein. Je sais pas ce qui m'a le plus ébloui, son lancement ou son costume. C'est vraiment un travail d'ensemble. Et puis la transformation ne s'arrête plus. Alors, heureusement que l'émission fait pas 4 heures. Alors. Oui, c'est une réalité, mais je ne veux pas dire qu'en effet, il y a des qualités athlétiques qui sont vraiment dupliquées désormais dans les rangs universitaires. T'arrives à mettre tes lunettes, ça va aller? Et du coup,
Après, je suis pas complètement d'accord là-dessus parce que même dans la vague des nouveaux quarterbacks, on voit quand même qu'il y a des pocket passeurs un petit peu naturels. Si on prend l'exemple d'un CJ Stroud, par exemple, j'ai pas dans l'idée que ce soit le quarterback le plus mobile. Bien entendu qu'il est capable d'avoir une mobilité plus intéressante que ce qui était à l'époque des Brady, des Manning ou même des Rodgers, hein, même si on a vu que Rodgers a fini meilleur coureur de son équipe le week-end dernier. Si on prend un des exemples assez prégnants cette semaine, Kirk Cousins s'en va, mais dans mon idée, je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à beaucoup de mobilité de la part de Michael Penix Jr. dans mon souvenir récent. Non, et aussi grâce au problème de blessure qu'il a eu, mais voilà, c'est plus forcément sa qualité première. Donc voilà, en effet, je pense qu'on est parti, on est plus vraiment dans cette ère où on est sur. Je pense qu'on a plus ce coaching un petit peu old school qui veut que les quarterbacks passent en priorité et que les coureurs courent. Un petit peu. Un des derniers dinosaures, c'était un peu John Gruden, hein, il y a quelques années, hein, quand il était revenu chez les Raiders, qui était vraiment calqué sur ce modèle-là. Je pense que au-delà même des quarterbacks, je pense que c'est les coachs qui ont élevé leur philosophie aussi parce qu'ils ont tenu compte de l'environnement qui était les leurs et qu'en effet, on l'a vu par exemple avec un Belichick par exemple à New England qui forcément naturellement, alors ça va être intéressant de voir ce que ça va donner aujourd'hui en foot universitaire vu qu'il est maintenant à North Carolina, mais en tout cas on a vu que même dans sa philosophie de coaching, notamment dans la manière de se réinventer, on dira offensivement, ça a clairement posé problème et l'après Brady continue d'être un petit marasme, même si aujourd'hui il y a d'autres problèmes au-delà du quarterback du côté New England, mais je ne t'apprends rien mon petit Rémi. Donc voilà, donc je pense que c'est juste peut-être sur ce point-là, en effet c'est des armes supplémentaires, il suffit de voir tout simplement que peut-être aujourd'hui Joe Burrow est un petit peu un cas à part parce que c'est vrai que c'est un joueur qui surperforme dans une équipe, qui performe dans une équipe qui sous-performe. Je pense que c'est mieux de le dire de cette manière-là. Je pense qu'avec Ja'Marr Chase, c'est vraiment les deux arbres qui cachent. Alors c'est même pas la forêt, c'est le petit arbuste. Mais oui, au-delà de Joe Burrow, on voit quand même que les principaux quarterbacks aujourd'hui sont des quarterbacks qui en effet ont cette capacité quand même à maîtriser le jeu au sol, à savoir forcément Josh Allen et Lamar Jackson. Après, ce que je trouve intéressant aussi, et c'est vrai que c'est assez particulier, c'est que je trouve que ces deux joueurs-là, par exemple, qui sont justement le symbole absolu de cette nouvelle génération, bizarrement, je trouve qu'ils atteignent leur apogée dans une période où ils courent un peu moins. En tout cas, où ils ont moins ce réflexe-là. Donc, je trouve encore une fois, j'insiste un petit peu peut-être là-dessus lourdement, mais c'est vrai que c'est bien. Enfin, je trouve que c'est d'autres attributs qui sont utilisés avec les bonnes philosophies de jeu. Je trouve que Todd Monken et Joe Brady désormais arrivent à en faire quelque chose d'assez intéressant, arrivent à se mettre à la page tout simplement de ce que demande le football américain aujourd'hui. Et oui, certes, les pocket passeurs un peu traditionnels aujourd'hui, je disais, ils sont pas tous morts, mais enfin, il suffit de voir, je sais pas moi, un Derek Carr à New Orleans, ce type de joueur-là, on voit que c'est quand même plus trop à la page. Même un Dak Prescott qui me semble pas extrêmement mobile, il est quand même plus proche de la fin que du début, très clairement. Donc oui, en effet, il va falloir d'autres qualités, je pense, tout simplement aujourd'hui pour pouvoir performer, ne pas être unidimensionnel sur la position de quarterback. Mais il faut aussi, au sein d'un coaching staff, ne pas uniquement se reposer sur ces joueurs capables d'être ultra mobiles et aussi être capable de gommer les qualités et leurs défauts et tout simplement les rendre intelligents, leur donner un QI football au-dessus de la moyenne. Merci beaucoup, monsieur. De rien, grand-père. Enfin, un peu de respect, parce que sinon pas de cadeau. Hein. Ça va être sympa de comprendre ce que tu dis, en tout cas. C'est cool. Le premier match. On va parler de Houston. Le premier match. Oui, ok. Très bien. 49ers, Dolphins, go. Ça commence comme ça. C'est parti. Vas-y, Greg. Très bien. Écoute, match formidable sur le papier, hein, parce que c'est vraiment la nouvelle école. Hein, là, pour le coup, on parlait de changement de philosophie. Là, on voit clairement comment tout cela s'est matérialisé pour les deux franchises en question. Après, on est un peu sévère parce que c'est vrai que, enfin moi en tout cas, je ne vais pas parler au nom de tout le monde. Ah, c'est toi. Ils n'ont pas été épargnés par les blessures forcément, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de signaux ces dernières semaines qui sont pas très très positifs et il y a toujours une mini chance pour les deux franchises de pouvoir éventuellement se qualifier en play-off. Il va quand même falloir un scénario hyper favorable, encore plus pour les
Dolphins à mon sens, parce que les Niners ils peuvent éventuellement se reposer sur une division qui est encore où ça bataille beaucoup. Miami aujourd'hui, maintenant que Buffalo a mis la main sur la div, va falloir quand même un petit peu cravacher. C'est un match difficile à analyser parce qu'encore une fois on ne sait pas quel visage on va voir. San Francisco qui sort d'un match à 6 points face à une défense des Rams qui n'est pas déshonorante depuis le début de la saison mais qui n'est clairement pas non plus élite. Un Brock Purdy qui a l'air d'être vraiment l'ombre de lui-même, en tout cas l'ombre de ce qu'on a vu lors de ses premiers mois en Californie, sans un jeu au sol pleinement établi, une ligne offensive qui souffre beaucoup de l'absence de Trent Williams. On va pas revenir même sur le caractère qui semble manquer globalement dans cette équipe et qui a été quand même extrêmement symbolisé par la polémique autour de Devondre Campbell. Ça fait quand même beaucoup d'éléments, je trouve, qui sont pas ultra favorables. Après, Miami, en fait, ce qui est particulier sur ce match-là, c'est de se demander quelle est l'équipe qui joue le moins le jeu. Parce qu'on a l'équipe de Miami qui vient de cutter Odell Beckham, qui est en train de dire à Calais Campbell, si tu veux aller voir ailleurs pour gagner un Super Bowl, vas-y. Donc, on a presque l'impression qu'il y a une équipe qui se dit on est dans la mouise, mais on va quand même essayer de se battre un minimum avec le peu de force qu'on a, et l'autre qui se dit tant qu'à faire, autant tanker. Donc voilà, même si je sais que du côté de Miami on fait de très belles screen pass, je pense que ça va être bien vu par la défense de San Francisco et qu'a priori les Niners pourront s'imposer pour éventuellement continuer d'y croire dans cette bataille à la folle NFC West. Rémi ? Oui, assez d'accord avec cette analyse. C'est vrai que je pense que sur papier, les Dolphins sont peut-être favoris, mais au niveau des intentions, j'ai l'impression qu'ils sont assez clairs sur les leurs. On est sur une équipe qui est très décevante. On est peut-être affaire à 2 des plus grosses déceptions de cette saison. Et on a des Niners qui, la semaine passée, ont été catastrophiques offensivement. Mais, petite éclaircie dans la grisaille, je trouve que défensivement, il y a eu du très beau boulot face à une équipe des Rams qui avait quand même enquillé quelques points face à de belles écuries. Donc il y a du plus, notamment du côté défensif de la balle. C'est vrai qu'offensivement, Purdy sort une très mauvaise saison. La perte de leur running back star, il est pour beaucoup à mon avis. C'est vrai que quand il était de retour, à mon avis, il n'était pas à 100% et ça n'a jamais cliqué pour eux, malheureusement. Et donc c'est vrai qu'il y a peu de chances d'y croire pour les playoffs, mais c'est très ouvert. Malgré tout, on a des Rams qui sont un peu plus en forme, qui pourrait à mon avis arracher cette division, mais tout peut arriver. Et du côté des Dolphins, c'est vrai que la probabilité est infime pour aller en play-off, je n'y crois pas trop, et on fait tout pour perdre. Donc effectivement, l'idée du tanking me semble très proche de Miami, là où les Niners semblent se battre avec leurs armes qui sont peut-être très très faibles cette saison, mais je vois un match assez brouillon et une défense des Niners qui pourrait émerger pour donner la victoire à San Francisco. Puisqu'on parle d'équipes moins bonnes, on va dire, certaines, on a des équipes qui ont déjà plus de QB, on pourrait dire ça comme ça. Quel serait votre top 3, top 5 des équipes de la loose des QB ? Greg ? Je pense qu'on peut citer forcément les Raiders, par exemple, aujourd'hui. Je pense que ça s'est encore vu lundi avec une grande performance face à Atlanta. Oui. C'est une loose généralisée, c'est pas que Non, malheureusement, de loose en règle générale. Ouais, malheureusement, c'est un peu accentué par leur difficulté à concrétiser les séries offensives cette année. Assez étonnamment, je pensais que en termes de réalisme dans la zone rouge, les Raiders étaient 32e. Haut la main, il n'en est rien. Je crois que 2 équipes dont on va peut-être parler après, une équipe qui joue dans l'Ohio et une équipe qui joue dans la grosse pomme, sont encore moins bien classées dans cet exercice-là. Mais c'est vrai que, en plus, pour le coup, eux, par rapport aux autres équipes, ont vraiment un jeu au sol qui est anémique. Donc ça se ressent encore plus. Mais c'est sûr que oui, du côté de Las Vegas, je pense qu'on continue de payer. Alors, j'allais dire le lendemain du départ de Derek Carr, on voit que du côté de la Nouvelle-Orléans, qu'il y a du bon et du moins bon dans le jeu de Derek Carr. Maintenant, passer de pas grand-chose, ou en tout cas pas suffisamment, au néant absolu, encore plus avec le départ de Davante Adams, je pense qu'il faut quand même mettre un petit coup de fouet. Et les Raiders me paraissent un bon numéro 1, notamment pour faire partie de ce failure ranking, comme tu l'appelais tout à l'heure, je crois, Rico. Donc ça me paraît être une des 5 équipes éventuellement à mettre en avant. Rémi, à toi, prochaine équipe ? Autre équipe, pour moi, c'est logique. On en a 2, mais je vais aller sur les Giants, forcément. Y a du boulot.
Tu n'aimes pas Tommy DeVito, donc. J'aime beaucoup le personnage. Je dois bien dire que le quarterback, un petit peu moins. Après, voilà, c'est un chouette remplaçant. Je pense qu'il peut faire sa petite carrière de backup et aller gagner ses petits matchs à l'occasion. Il a le personnage qui suffit peut-être à se faire une petite carrière. Au niveau du talent, on est beaucoup plus limité. C'est vrai qu'on a perdu pas mal d'argent avec le célèbre Danny Dime. Donc là, il y a du boulot. On perd Saquon Barkley, on perd un quarterback dans lequel il a eu beaucoup d'espoir, mais au final, on y croyait de moins en moins du côté des spectateurs. Et donc voilà, du côté de New York, il y aura du gros boulot à ce niveau-là. Il n'y a pas que le poste de quarterback qui est à renforcer, un peu comme tu l'as dit pour les Raiders, mais ça reste le poste primordial en NFL. Donc, à mon avis, ils feront aussi partie de la course au gros lot. Et je voulais parler d'ailleurs, ils ont fait les Hard Knocks, donc ils ont fait des Hard Knocks sur les Giants cette année. C'est-à-dire qu'avant les Hard Knocks, c'était juste une série, c'était que de la pré-saison sur une seule équipe qui n'avait pas fait les playoffs. Mais là, il y a une nouvelle série de Hard Knocks qui est en train de tourner là actuellement, mais c'est sur la saison et c'est sur toute une division. C'est-à-dire qu'ils font des Hard Knocks sur l'AFC Nord en ce moment. J'ai vu un épisode ou deux où ils couvrent les 4 équipes en simultané. Et mais bon, si vous n'êtes pas au courant, ma question ne fait pas de sens. Je me demande s'il n'avait pas fait avec les Cards, les Rams, les Seahawks, je ne sais plus. Oui, le All or Nothing, peut-être, c'est pas impossible. Ah, c'était peut-être sur deux séries différentes, mais en parallèle, je ne suis pas sûr. Mais est-ce que c'est le chemin vers une médiatisation complète de toutes les équipes il y a des chances, hein, c'est pas de la NFL, mais on a vu que Netflix a annoncé à l'été 2025 un docu-série sur beaucoup d'équipes de la conférence SEC, donc la principale conférence de première division en parallèle. Tout le monde n'a pas dit oui, mais en tout cas, il y aura beaucoup d'équipes dont on verra un peu les coulisses tout au long de la saison déjà, donc je pense que ça tend un petit peu. De toute façon, on a vu que ça a eu un certain succès, je pense aux séries quarterback, receveur, même les séries sur la F1 par exemple, enfin, c'est des choses qui sont quand même assez suivies. L'envers du décor malgré tout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus prôné, donc oui, ça m'étonnerait pas que ça se poursuive en ce sens très clairement dans les mois à venir. Et pour le coup, ça attire des foules qui sont pas spécialement fans du sport, donc je pense que c'est pas proche de s'arrêter. Loin de là. Yes. Deuxième match de la soirée, les Broncos aux Chargers, messieurs. Il a été vite le Power Ranking, on sent que ça t'intéressait, quoi. Il voulait pas qu'on aborde le sujet de Jets. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'arrange. C'est pas grave, c'est bien. Deuxième match, Rico. Maintenant qu'on a dit que les Raiders et les Giants, c'était nul. Vas-y. Je croyais que quelqu'un était pressé. Bref. Broncos, Chargers. Rémi? Beau petit match sur papier. C'est un match qui me plaît bien. On doit bien avouer que c'est peut-être pas le plus sexy sur papier, mais franchement, on a deux équipes qui proposent un football parfois assez sympa à suivre. Je préfère mettre... J'aime bien la taille de tes pincettes. Insister sur la grosse pincette. Pour le coup, les Chargers, en début de saison, c'était une de mes déceptions. Au bout de 6 rencontres, ils étaient, je crois, à 3 victoires pour 3 défaites. Ça commençait à ressembler à quelque chose après. Et donc, pour moi, ils commencent à développer un football assez sympa. C'est pas encore extrêmement régulier, que ce soit en attaque ou en défense, mais malgré tout, c'est une équipe qui fera les playoffs et qui est présente dans cette conférence. Et en face, on a un concurrent qui est un petit peu similaire pour moi, une équipe qui a alterné le bon et le moins bon. On a un quarterback qui surprend pour moi, parce que je l'attendais bon, mais je l'attendais pas si bon. Ça fera plaisir à FMB une fois de plus, qui est son grandissime défenseur depuis le début de la saison. C'est vrai que je suis agréablement surpris par le boulot que font les Broncos. Et donc, on a deux équipes qui sont capables de proposer des matchs passablement très serrés et assez spectaculaires. Parfois, c'est vrai qu'offensivement, on a un petit trou, idem défensivement, mais on a des joueurs qui sont capables de faire le boulot des deux côtés. Et donc, pourquoi pas avoir une rencontre assez spectaculaire entre ces deux équipes. Si elles sont toutes les deux en forme, j'ai tendance toujours à donner mon avantage dans ce genre de rencontre à l'équipe à domicile. J'ai assez confiance en ces Chargers. Je pense qu'ils peuvent faire le taf, mais attention, parce que c'est vrai que cette défense des Broncos, parfois, est capable de provoquer des turnovers et de bloquer des attaques et de les éteindre totalement. Donc, méfiance. Je vois un match assez serré. Je pense pas que ça va s'envoler au niveau des points, mais malgré tout, c'est une belle rencontre sur papier avec deux équipes qui vont sans doute tourner aux alentours des 18-20 points, à mon avis. Greg ?
Ouais, je pense qu'il faut s'attendre à un match assez cadenassé. De mémoire, c'était un petit peu le scénario qu'on avait eu dans le Colorado, donc je serais pas étonné que ça se reproduise cette fois-ci. Surtout qu'on a affaire à... Je trouve que par rapport aux faiblesses qu'on percevait en début de saison, autant les Chargers sont en train un peu de corriger les leurs offensivement, à savoir notamment le domaine aérien. Alors, on n'est pas toujours sur du Justin Herbert ébouriffant, hein, on est d'accord, mais en tout cas, il y a notamment Alad McConkey qui ne cesse de monter en puissance. Alors que par exemple, les Broncos, le jeu au sol, a du mal quand même à retirer cette pression des épaules de Bonix, et ça s'est aussi ressenti face à Indianapolis. Et je me dis que le style de jeu défensif des Chargers ne sera pas si loin de ce qu'a proposé Indy la semaine dernière, avec forcément le déchet qu'on a pu voir par séquence de la part de Bonix. Il y a une deuxième mi-temps qui était à sens unique, mais faut pas oublier que les Broncos sont quand même pas passés loin de la correctionnelle, notamment avec cette action un petit peu grotesque de Jonathan Taylor. Donc, là, je me dis, du côté de Los Angeles, face à une équipe qui, justement, à domicile. Alors, encore une fois, c'est sûr que les Chargers à domicile, ça veut tout rien dire, hein, parce qu'a priori, il y aura plus de gens en orange dans les tribunes que vêtus de bleu et jaune. Mais en tout cas, il reste quand même sur une lourde défaite face à Tampa Bay. Et Jim Harbaugh en NFL nous a rarement habitués à avoir des équipes qui se faisaient marcher dessus 2 fois de suite à la maison. Donc même si je me dis que Denver réalise une campagne pleine et est capable de poser des problèmes à cette attaque des Chargers, j'ai du mal à pas me dire que l'attaque justement des Broncos peut elle aussi être freinée et que ça peut permettre aux Chargers de revenir à égalité, parce qu'il me semble que les Broncos ont un match d'avance désormais. Ouais, c'est ça. Donc ça peut permettre de remettre les compteurs entre guillemets à zéro pour permettre aux deux équipes de faire un pas de plus malgré tout vers la qualification. Merci beaucoup, Greg. Puisque tu es là, les Eagles aux Commanders, est-ce que tu as un avis sur la question? Eh bien, j'ai un avis sur la question tout simplement parce que c'est le match que vous retrouverez sur M6+ ce week-end. Dimanche à 19h. Très belle rencontre. Avec Bibi aux commentaires en plus, donc je suis encore mieux placé pour en parler. Tout simplement, c'est un match qui va être intéressant parce que déjà le match aller nous avait quand même donné un match assez passionnant, au moins pendant, disons 2-3 quarts temps, parce que malheureusement pour le suspense, on dira, les Commanders s'étaient un peu écroulés en fin de match, ce qui avait d'ailleurs un peu coïncidé à mon sens avec leur baisse de régime de la deuxième partie de saison. Certes, ils avaient face à eux des Eagles qui sans être ultra convaincants sur tous les postes, je pense notamment au pass rush par exemple, où on pourrait s'attendre à un petit peu plus. Malgré tout, c'est une équipe qui joue sa partition, qui est capable sans arrêt de faire des actions un petit peu coup de poing, si j'ose parler ainsi. Enfin, vraiment une équipe qui est capable de surfer d'excellente manière sur son momentum, qui est capable d'assurer un excellent ball control. On a vu face aux Steelers où ils ont écœuré littéralement la défense de Pittsburgh, qui n'est pas la première venue, avec des drives, avec de nombreux drives de 10 minutes environ. Donc globalement, ça va être un challenge intéressant pour Washington. Les Eagles sont qualifiés, si je ne dis pas de bêtises, déjà pour les playoffs. Ouais. Washington qui arrive toujours, bon an mal an, à en piquer une petite aux Eagles ces dernières années, même quand ils étaient au plus mal. Alors, c'est pas systématique, bien entendu, mais en tout cas, c'est une équipe qui est toujours capable de poser des problèmes sur un match à Philadelphie. Donc là, ça va être intéressant de voir, notamment le duel, par exemple, entre AJ Brown et Marshon Lattimore. On a vu que Lattimore n'avait pas du tout été ciblé face aux Saints parce qu'on n'avait pas envie d'alimenter un ancien de la maison. Là, il y a quand même de fortes chances que Jalen Hurts lance quelques fois dans sa direction, sachant qu'il a et Brown et Smith. Donc c'est vrai que ça va être quand même un duel assez intéressant à suivre. À titre personnel, j'y suis allé vers Washington pour le fait de me dire qu'à domicile, les Commanders tournent bien. Qu'ils ont quand même cette capacité là aussi à faire des jeux assez explosifs et sur un match intra-division, les talents ont souvent tendance à être nivelés malgré la dynamique des deux formations. Après voilà, je sais qu'on a affaire à une équipe qui encore une fois est la plus dominante ces dernières semaines de NFL et qui peut bien entendu poser des problèmes à Washington et tuer définitivement le suspense dans cette division. Rémi ? Ouais, c'est vrai que pour moi, c'est un des plus beaux matchs de cette semaine. Pour voir le plus beau, on a quand même une équipe de Philly qui est l'équipe en forme. Ils sont sur une très belle série de victoires. Offensivement, ça tient le coup avec un running back qui fait sans doute la saison de sa carrière, malgré le fait qu'il ait déjà brillé à de multiples reprises. Et on a une attaque qui tient la route, mais surtout on a une défense qui est capable d'éteindre un petit peu tout le monde. On a un jeu varié en attaque, que ce soit au sol ou à la passe,
qui permet quand même de tuer le chrono pas mal et effectivement, comme l'a dit Greg, de dégoûter les adversaires. Leur défense est capable de stopper un petit peu tout le monde, mais c'est vrai que le côté match de division m'intéresse beaucoup parce que ces Commanders sont un peu là. Bon, après, maintenant, c'est plus une surprise, ils sont là, ils seront plus que probablement en play-off. Il y a très peu de chances qu'ils n'y soient pas. Et donc, voilà, ils sont attendus, mais malgré tout, ils sont là, ils sont toujours là pour ennuyer leur petit monde. Par rapport à la première rencontre, je pense que Daniels devra compter un peu plus sur ses receveurs, parce que c'est vrai que je pense que lors de la première rencontre, il avait énormément visé ses running backs et ses tight ends. Mais au niveau des receveurs, le premier receveur, c'est McLaurin avec une seule petite réception. C'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu. Donc, on sait qu'au niveau des corners du côté de Philly, ça fait un beau job cette saison, mais malgré tout, je pense qu'il va falloir prendre des risques. Il va falloir être un peu agressif et espérer prendre les devants en début de rencontre pour Washington, sans quoi la tâche sera trop corsée pour moi. Mais voilà, je vois un match intéressant, peut-être avec des Commanders qui mettent un peu sous pression Philly en début de match. Et j'imagine bien les Eagles émerger en fin de rencontre malgré tout. Merci beaucoup, Rémi. On passe au dernier match de la soirée. Pas de quiz ce soir, vous avez automatiquement 50 points. Les autres avec à venir. Voilà. Les Texans aux Chiefs. Rémi, go. Ben voilà, encore et toujours les Chiefs qui sont là, qui gagnent des matchs sans spécialement briller. La semaine passée, ils ont assez bien géré l'affaire, ils ont assez bien géré l'affaire jusqu'à la blessure de Mahomes. Je crois que c'est l'élément à éviter chaque semaine. Ça brille pas spécialement offensivement, défensivement ça fait le boulot. Et là, ils font quand même face à une équipe un peu plus solide que ce qu'ils ont affronté dernièrement. Alors oui, les Texans sont peut-être un petit peu décevants dans le jeu. Je trouve que c'est un peu le soufflet est un peu retombé. Ils avaient fait quand même un bon début de saison. Ils avaient pu se montrer assez impressionnants, notamment dans la ligne défensive, avec une pression de tous les instants dans certaines rencontres. J'ai l'impression que le soufflet retombe. On a quelques problèmes, on a des blessures des deux côtés de la balle, et ça pourrait peut-être leur jouer des tours. Cependant, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu leur match référence de fin de saison, parce qu'on parle pas beaucoup des Texans, je trouve, cette saison, alors qu'ils sont là, ils seront en play-off. C'est une certitude, voire une quasi-certitude, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'étonnerait pas de voir les Texans émerger dans ce type de rencontre. On a un Mahomes avec un gros point d'interrogation malgré tout. Il faut voir comment se porte cette cheville. Ils sont bien au niveau du classement, ils ont pas de risque à prendre. J'ai l'impression que c'est une rencontre où les Texans ont quand même pas mal de choses à gagner, ne fût-ce que pour le moral, ne fût-ce que pour se relancer un petit peu dans une saison où ça se passe pas trop mal, c'est une évidence, mais où je les trouve pas si convaincants que ça. Et donc l'effet de surprise de l'an passé, un bon début de saison cette année, un soufflet qui retombe un petit peu, c'est l'occasion parfaite pour eux d'aller créer la surprise du côté de Kansas City. Greg ? Ouais, je suis un peu partagé parce que je rejoins beaucoup de choses dans ce qu'a dit Rémi. C'est vrai que d'un côté, je reste un peu sur ma faim sur cette équipe des Texans. D'un autre, je me dis c'est bien une équipe qui peut poser des problèmes à Kansas City, même dans le Missouri. C'est Houston, ils ont les armes pour le faire. Ils ont un pass rush pour mettre en difficulté cette ligne offensive qui a démontré il n'y a pas si longtemps que ça que c'était un peu la souffrance sur les extérieurs notamment. Hein. On pouvait s'y attendre un peu, mais là, ça commence à être exposé au pire des moments. Et ça réveille en plus des blessures assez fréquentes pour Patrick Mahomes. Et je trouve que même dans le registre offensif, certes, Trent McDuffie a récupéré par exemple sa première interception en carrière, je crois, la semaine dernière. Mais il y a quand même pas mal de clients. On découvre pas la connexion entre CJ Stroud et Nico Collins. Et je trouve qu'elle ne cesse de monter en régime ces dernières semaines. Donc si on rajoute en plus les autres menaces autour, il y a quand même un effectif capable de poser des soucis à Kansas City. Maintenant, c'est vrai que si on part sur un jeu, encore une fois, où les lignes défensives dominent les lignes offensives adverses, je me dis qu'à ce petit jeu-là, Kansas City peut avoir le dernier mot. On avait vu face à Denver que ça avait tourné dans leur sens. Las Vegas, c'est un autre type de scénario et c'est un autre type d'adversaire. Il s'est un petit peu endormi, à mon sens, dans un match qu'il dominait quand même assez nettement en première mi-temps. Mais on peut avoir, encore une fois, ce type de scénario-là où, sans être éblouissant, Kansas City met le bleu de chauffe en défense et va quand même poser des problèmes à CJ Stroud parce que cette O-line de Houston, pour moi, elle est clairement pas... elle n'est pas suffisamment au niveau. On a beaucoup trop de pénalités pour la Hamilton Seal. On a l'intérieur de la ligne
qui est beaucoup trop décevante entre les espoirs déchus de Kenyon Green et l'âge avancé de Shaq Mason. Donc ça fait quand même un petit peu beaucoup, un petit peu trop pour pouvoir contenir, je pense, sur la durée, des profils comme Chris Jones et George Karlaftis. Donc voilà, j'y vais avec Kansas City. Maintenant, je serais tout sauf étonné si Houston venait à renverser les Chiefs, même à l'extérieur, dans l'optique de valider définitivement leur ticket. Ils sont qualifiés officiellement pour les playoffs? J'ai un doute. Au niveau de la division, ça ne m'étonnerait pas. Ouais, à mon avis, ils sont pas loin. Oui, ils le sont. Il doit alors peut-être leur manquer. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Voilà. J'avais un petit doute. Il me semblait qu'il leur manquait une petite victoire, mais autant pour moi. Mais voilà, pour peut-être essayer de mieux se classer, en l'occurrence, ils peuvent se batailler au moins, je pense, pour la 3e place avec Baltimore ou Pittsburgh. Donc une victoire à Kansas City, ça ferait pas tâche très clairement. Surtout que Kansas City derrière va jouer à Pittsburgh, donc peut-être petite pression d'emblée. Ok. Messieurs, est-ce que vous avez demandé quelque chose de particulier au Père Noël cette année? Pas spécialement, figure-toi. Des thèmes pour la prochaine émission, peut-être. Un QB Alors, oui, ça c'est une idée. J'ai demandé à un QB qui lance plus de touchdowns d'interception, donc peut-être que mon vieux sera exaucé en fin de saison régulière. Écoute, il paraît qu'Eli Manning veut sortir de la retraite, donc... le Père Noël doit remballer Peterman, mais bon, tant pis. On le renverra en Boulder. Bon, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve juste après Noël pour se pré-souhaiter la bonne année. Et en attendant, bon week-end NFL à vous. Et puis, Greg, quelle chaîne, quelle heure est-ce qu'on te regarde ce week-end? M6+, dimanche à partir de 18h50 pour la prise d'antenne et 19h pour le coup d'envoi entre les Washington Commanders et les Philadelphia Eagles. La prise d'antenne, ça veut dire qu'il va te dire bonjour à 18h50 avant de mettre les pubs à 58. On fera absolument pas. Ça veut dire qu'on fera une présentation exhaustive, une introduction digne de ce nom pour bien contextualiser les différents enjeux dont on a parlé déjà dans cette émission, mais qu'on développera de manière un peu plus assidue encore ce dimanche. Wouh! Bon, merci beaucoup, messieurs. Ça donne envie. Hein, merci, messieurs. Passez un bon week-end et pas surtout une bonne émission dimanche, Greg. À plus tard. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao. Salut à tous.